Eh bien, nous allons maintenant revenir au fil rouge de cette édition, ce qui nous relie. Et nous avons le grand honneur aujourd'hui d'accueillir Charles Pépin, philosophe, écrivain. Bonjour. Présentateur de l'émission Sous le soleil de Platon sur France Inter. En 2021, vous publiez un livre sur la rencontre. Et donc, nous avons eu envie de vous poser finalement cette question. La rencontre authentique en ville est-elle encore possible ? On vous écoute. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette délicieuse invitation dans ce magnifique endroit. Alors, je mets mes lunettes de soleil, pas pour faire la star, parce que j'ai eu un décollement de rétine et donc je suis assez ébloui par le soleil. Je vais d'abord vous résumer brièvement pendant les 2 premières heures la thèse de mon livre La Rencontre. Et après, pendant un quart d'heure, j'essaierai de voir si elle peut s'appliquer à la question de la ville. Donc, le problème, pourquoi je me suis concentré sur ce travail, sur la rencontre ? Parce que j'avais l'impression que les caractéristiques de la vie moderne, à la fois technologiques, algorithmiques, les réseaux sociaux, mais aussi la forme des villes, l'organisation des villes, finalement rendaient la rencontre de plus en plus difficile, comme si on était toutes et tous sur des rails comme ça, des habitudes sociales, des rails de certitude idéologique, des préjugés, et qu'on se rencontrait de moins en moins. Vous voyez bien que sur les réseaux sociaux, vous ne rencontrez à peu près que des gens qui pensaient comme vous. Ce sont des bulles d'entre-soi. Et d'ailleurs, on voit aussi dans les villes des bulles d'entre-soi avec les habitudes, avec aussi des ghettoisations. Et donc, ça m'intéresse beaucoup de questionner le rapport de la rencontre à la ville. Mais avant ça, je voudrais vous rappeler que ce qui fait qu'on est humain et qu'on devient soi-même, c'est précisément qu'on rencontre autre chose que soi-même. Et d'ailleurs, c'est très étrange de penser à cet animal humain bizarre qui ne va pas pouvoir développer ses qualités ou sa spécificité ou sa singularité s'il ne part pas, s'il ne se fait pas violence pour sortir de lui et rencontrer autre chose que lui, qui peut être un autre être humain, mais aussi une autre culture, un autre langage, un animal, un paysage. Et donc c'est très étrange, et c'est le premier élément de réflexion que je voulais vous soumettre avant le déjeuner. Donc c'est d'où on vient, quoi. Parce que les autres animaux, la plupart des autres animaux, ils vont devenir ce qu'ils sont, même s'ils ne rencontrent pas les bons congénères, vous voyez. Mais nous, les humains, on peut tout à fait passer à côté de sa vie si on ne fait pas les bonnes rencontres. C'est-à-dire qu'avoir des qualités, des dispositions, des goûts, des facultés, bref, on peut passer à côté de soi. Et on peut mourir sans s'être rencontré parce qu'on n'a pas rencontré les bonnes personnes. Parce qu'au lieu de se bouger et de partir à la rencontre de la vraie vie, on a stalké sur Instagram le soir. Et on va crever sans s'être rencontré. Et de même, on peut aussi, parce que c'est un peu trop tard une fois qu'on est mort, c'est ce que disait Aristote très bien, la vie c'est d'actualiser ta puissance, il vaut mieux le faire avant de mourir, parce qu'après on n'est pas sûr que tu aies encore la possibilité de le faire. Et donc, si vous croyez en Dieu, par exemple, Dieu a créé un être humain bizarre qui, s'il est tout seul, et si on le laisse se développer tout seul, ne va pas se développer. En tout cas, pas jusqu'au bout. Donc, c'est assez inquiétant de penser que notre civilisation orchestre des bulles d'entre-soi parallèles, qu'on fait que croiser des gens sans tomber le masque, sans se découvrir, parce que le risque, c'est de passer à côté de 2 choses, de soi, comme je viens de le dire, mais aussi du monde. Parce que voyez-vous du monde si vous le voyez tout le temps avec vos propres yeux ? La même chose, le même monde. Et quand on rencontre quelqu'un, on ne rencontre pas simplement une personne, on rencontre d'autres yeux pour voir le monde, on rencontre d'autres oreilles pour entendre les bruits du monde, et on élargit son rapport au monde, on agrandit le monde dans la mesure où on fait des rencontres. Donc on passe aussi à côté du monde. Et on voit une version étriquée, diminuée, restreinte du monde, à force de ne pas se faire violence pour partir à la rencontre de l'altérité, qui bien évidemment nous dérange. C'est bien plus confortable, l'entre-soi, la bulle d'entre-soi. Regardez, pensez par exemple à... Là, il y a eu plein de ponts, là, les ponts du mois de mai. Voilà, souvent, on va au même endroit. On aime bien certains endroits, on aime bien certaines personnes. C'est pas grave, c'est normal. Mais ça crée un phénomène d'inertie et ça crée une vie étriquée et ça crée aussi une carapace identitaire un peu solide. On voit les mêmes personnes, on parle des mêmes sujets, on va dans les mêmes endroits et finalement on pense la même chose. Et on finit donc par passer à côté de soi et du monde. Du coup, ça c'était le constat.
La proposition que je fais dans le livre, c'est de développer une philosophie de l'action et qui permet d'aller à la rencontre des autres, de soi et du monde, et que je vais vous résumer en 3 idées très simples. Première idée, sortir de soi et de chez soi. Alors sortir de soi, c'est au plan mental, au plan idéologique, au plan des certitudes subjectives. Et sortir de chez soi, alors ça paraît un peu débile comme idée, mais c'est pourtant basique, mais sauf que c'est articulé à une autre idée qui est plus simple, mais vous allez voir qu'elle entre en conflit avec la deuxième idée, et c'est pourquoi c'est de la philosophie, parce qu'il y a un petit problème conceptuel. Pourquoi on sort de chez soi? Parce qu'on a une attente. Et là, la philosophie de la rencontre commence. Mais pourquoi on rencontre quelqu'un? Parce qu'on lâche l'attente initiale. Mais si on n'a pas d'attente initiale, on ne sort pas de chez soi, et si on ne lâche pas l'attente initiale, on rencontre personne. Vous avez suivi? Je le refais. On sort de chez soi parce qu'on a une attente. Je veux rencontrer quelqu'un, je veux aimer, je veux faire du sport, je veux faire de la musique. Mais si on n'avait pas d'attente, on ne mettrait pas en place une action par laquelle on sort de chez soi. Le problème, c'est que si on est rigide, figé, accroché à l'attente initiale, on va rater l'essentiel du monde. On va prendre un exemple concret pour que ce soit clair et que ce soit aussi polémique. C'est un homme qui sort de chez lui parce qu'il veut rencontrer une femme. Il la veut plus jeune, blonde et avec un seul enfant. Alors, je ne vous dis pas pourquoi, c'est comme ça. Et au fond, c'est pour ça qu'il sort de chez lui. Il a divorcé, il a envie de retrouver quelqu'un, il est seul depuis longtemps, mais il a déjà 3 enfants. Donc s'il rencontre une femme qui a 2 enfants, ça fait 5, c'est trop. Et il ne veut pas de nouvel enfant, donc si elle n'a pas d'enfant, elle vaudra peut-être. Donc du coup, il faut qu'elle ait un enfant. Ça se défend. Et il aime les blondes. Et il se dit que, puisque je me suis fait lourder, autant en avoir une plus jeune. Ne lui jetez pas la pierre, c'est juste un exemple. Eh bien, c'est pour ça qu'il sort de chez lui. Pour trouver une blonde plus jeune avec un enfant. Mais heureusement que sortant de chez lui, il va être souple et relâché par rapport à l'attente initiale, parce que la vie va lui offrir de rencontrer une femme brune, plus âgée, avec 3 enfants, et ils vont vivre une merveilleuse histoire d'amour. Mais pourquoi ? Pour 2 raisons. Parce qu'il aura eu une attente initiale et parce qu'il l'aura lâchée. Il aura été souple, flexible. Mais s'il n'y avait pas eu d'attente, il ne serait pas sorti de chez lui. Et s'il n'avait pas relâché, il n'aurait rencontré personne. Parce qu'il y a quand même beaucoup plus de femmes qui ne sont pas blondes, qui n'ont pas un seul enfant et qui ne sont pas plus jeunes, que de femmes qui correspondent à l'attente. Eh bien, c'est ce que j'ai vu dans le bâtiment. Quand je suis entré, je ne le savais pas, il n'y a de rencontre que de l'inattendu. La vraie rencontre, c'est toujours celle qu'on n'avait pas prévue. C'est quand on va au musée pour voir une expo et qu'on n'arrive même pas dans la salle de l'expo, mais que chemin faisant, on rencontre un tableau qu'on n'avait pas prévu de rencontrer, qu'on avait même prévu de ne pas aimer à la limite, mais qui ne correspond pas à l'attente. Mais pourtant, on est bien allé au musée parce qu'on avait une attente d'émotion esthétique. Et c'est toujours comme ça. C'est ce que raconte merveilleusement Christian Vaubin quand il parle de sa rencontre avec Pierre Soulages. Il dit mais il correspond pas du tout à ce que je pensais. Il correspond pas à ce que j'imaginais. Et le réel fait effraction et il déjoue le pronostic. Il contrecarre l'idée. Mais pour ça, il faut se rendre disponible au surgissement de l'inattendu alors même qu'on est drivé par une attente. Et c'est ça qui est compliqué. Comment je fais, alors même que j'ai une attente, pour être disponible à ce que je n'attends pas? C'est une bonne question et je ne répondrai pas. Parce que je n'ai pas la réponse. Parce que c'est la sagesse d'une vie entière d'arriver à mettre en œuvre de la volonté, de l'action, du mouvement, parce qu'on a une attente, et pour autant de rester disponible au surgissement de l'inattendu. Car il n'y a de rencontre que de l'inattendu. Il ne faut pas que ça corresponde à l'attente, il faut que ça déjoue le pronostic, que ça contrecarre l'idée qu'on s'en fait. Et donc, premier critère, je vous avais dit sortir de chez soi et de soi. Deuxième critère, être souple et relâché par rapport à l'attente initiale, ce qu'on appelle la disponibilité. Et troisième critère, tomber le masque. C'est-à-dire tomber le masque social, apparaître dans quelque chose qui n'est pas la vulnérabilité et qui n'est pas non plus l'arrogance de mettre en œuvre tout le temps les meilleures facultés,
qui est le mélange des deux. Ça aussi, c'est contre-intuitif. Tout le monde pense que pour rencontrer quelqu'un, et j'arrive à la ville bien sûr tout de suite, tout le monde pense que pour rencontrer quelqu'un, il faut montrer son meilleur visage. Pas du tout. Ça fait fuir tout le monde, parce que le storytelling de ces petits succès, c'est toujours le même. Tout le monde le défile de la même façon. Donc ça s'entend que c'est pas naturel, que c'est pas neuf, qu'il n'y a pas de rencontre. Mais en même temps, je vous arrête tout de suite, si vous balancez tout de suite toutes vos névroses et vos casseroles, ça marche pas non plus. Eh bien, paradoxalement, il y a des études en psychologie qui le montrent, ce qui permet la rencontre, vous allez être surpris, c'est la complexité. Et oui, quand on arrête, on nous demande tout le temps de se simplifier, de balancer des simplifications identitaires. Moi, je suis de gauche, moi, je suis cadre, moi, je suis... Mais non, ça c'est la simplification identitaire. La carapace identitaire figée et simplifiée, ça ne crée pas la rencontre. Ce qui crée la rencontre, c'est quelqu'un qui a l'air fort et soudain vulnérable. Quelqu'un qui a l'air timide et qui soudain se lâche. C'est la complexité. En fait, c'est la vérité. C'est la vérité du réel dans sa complexité. C'est ce que j'appelle tomber le masque social. Ce masque qu'on nous demande d'arborer tout le temps, mais c'est pas non plus surprenant, puisque vous savez qu'une personne, ça vient de persona, qui veut dire le masque de théâtre. Donc même une personne, étymologiquement, elle joue tout le temps un rôle. Et donc ce qui fait qu'il y aura rencontre, c'est quand je joue un peu le rôle, mais que je tombe le masque et que je surgis dans ma vérité. Donc vous avez vu, c'est toujours un peu subtil. J'ai une attente, je la lâche. Je joue un rôle, je tombe le masque. Et je me rends disponible à ce que je n'attendais pas. Et là, il y a deux problèmes, et on arrive à la ville, qui vont se poser à nous pour entraver la rencontre. Le problème lié au temps et le problème lié à l'espace. Et ces deux problèmes peuvent être réglés par un urbanisme humaniste et un urbanisme intelligent. Le problème du temps, c'est ce qui entrave la disponibilité. On se sent tous visés. Hein. Ah non, j'ai pas le temps. Désolé, j'ai pas le temps. Alors que franchement, on pourrait le prendre, mais on croit qu'on ne l'a pas. Et la disponibilité est entravée par ce sentiment de hâte perpétuelle, de précipitation, cette espèce de manière qu'on a de cocher des étapes dans une journée et de ne pas prendre le temps pour la rencontre. Mais attention, c'est là que ça se complique, c'est que si je prends du temps pour rencontrer, ça va casser la disponibilité. Et c'est pareil avec l'espace. Si dans une ville on dit là on va faire un espace, on va y aller pour se rencontrer, ça bloque tout. Ce volontarisme insistant, donc en fait il faut qu'il y ait un espace vide. Il faut qu'il y ait un temps vide. Si vous voulez faire des belles rencontres, il faut arrêter de saturer votre agenda de pseudo-rendez-vous qui servent à rien. À part à vous valoriser socialement, à vous donner l'impression d'être important, ce qui va juste créer l'absence de disponibilité. Et d'ailleurs, quand on voit les gens qui ont très bien réussi, la plupart du temps, ils ont plein de temps. Moi, je suis très surpris. Quand je fais des conférences dans des boîtes, plus la boîte est grande, plus le patron ou la patronne a du temps. Et moi, je suis surpris, j'ai même moins de temps. Le mec, il passe 2 heures à parler du sujet de philo. Je dis, mais vous n'avez rien à foutre de votre journée dans une boîte. Et en fait, il a conquis la disponibilité. Et donc, il faut du temps, mais pas du temps attribué à la rencontre. Du temps attribué à rien. Du loisir, de l'otium, comme disaient les anciens. Un temps pour que tout soit possible. Un temps pour on ne sait quoi. Et c'est ça la disponibilité. De même, l'espace. Et la ville, il faudrait qu'il y ait des terrains vagues, des friches, des lieux qui ne sont pas encore attribués. Et d'ailleurs, je sais que les maires d'aujourd'hui ont peur des terrains vagues, parce que ça fait de la délinquance, ça fait il y en a, c'est vrai, ça fait du risque. Mais c'est ça, là, la condition de la rencontre. Donc du coup, la ville qui permettrait la rencontre, elle ne devrait pas être tombée dans le travers de l'époque d'attribuer une fonction à chaque lieu, d'attribuer une fonction à chaque moment. Il faut retrouver de la disponibilité, retrouver du temps vide, retrouver de l'espace vide. Alors évidemment, c'est compliqué, parce que si on le crée pour ça, il est plus vide. Mais c'est tout l'enjeu de la civilisation et de l'humanisme. C'est quand on veut, et on sait bien qu'il faut moins vouloir pour y arriver. Mais donc si on veut moins vouloir, ben on veut encore. Vous voyez ? Si on vous dit, par exemple, vous voulez avoir un enfant, mais vous avez du mal, vous faites plein de traitements,
Et on vous dit, il faut lâcher prise, il faut un peu moins le vouloir. D'accord, mais je fais des traitements depuis 4 ans, c'est difficile de moins le vouloir. Oui, mais tu sais bien qu'il y a beaucoup de couples, quand ils arrivent à moins le vouloir, ça marche bien. Oui, mais comment je fais pour moins vouloir sur commande? Comment je fais pour vouloir moins vouloir? C'est comme l'insomnie. Si on veut s'endormir, on n'y arrive pas. Si on arrête de vouloir, on y arrive. Mais si on veut arrêter de vouloir, on veut. Et là, c'est pareil. Le rêve, et c'est ça l'urbanisme éclairé, c'est de le faire pour les autres, de créer un espace, peut-être comme ça, où finalement on rend possible ces rencontres, on rend possible des espaces de circulation. Ça veut dire qu'on n'attribue pas toujours une fonction à un lieu, et ça veut surtout dire qu'on nourrit la circulation entre les espaces, et que la rencontre, ça se fera souvent entre les lieux. C'est comme quand je disais tout à l'heure, je vais au musée pour voir, je sais pas, Rothko, mais sur le chemin, je vais rencontrer un autre peintre ou une autre peintre. Et encore une fois, j'avais l'attente, mais c'est autre chose qui va se passer. Là, on pourrait imaginer une ville qui soit sur ce rêve-là. Le rêve d'une ville où on se rencontre vraiment. Et quelque part, ce serait sur le chemin, entre les lieux et au fond, entre nous. Et c'est la définition de la relation humaine. C'est entre nous. D'où l'idée, et on revient à la philosophie de la rencontre, que si je suis trop qui je suis, il n'y a pas de place pour entre nous. Si j'ai trop mon identité forte, figée, au fond, j'ai pas besoin de toi. Si je suis qui je suis, j'ai pas besoin qu'on se rencontre. Parce que la vraie rencontre, c'est celle qui va me décentrer, me faire devenir un autre, m'agrandir, me changer. D'ailleurs, très simplement, on croise plein de gens et on en rencontre vraiment certains. La différence, c'est que ceux qu'on rencontre, ils nous changent. Donc si vous avez rencontré quelqu'un, vous dites j'ai rencontré quelqu'un, tout ça, et que ça fait 3 ans, mais que vous cuisinez pareil, vous votez pareil, vous bossez pareil, vous allez en vacances au même endroit, vous faites l'amour pareil, vous avez rencontré personne. C'est juste quelqu'un que vous croisez de temps en temps. Ça s'appelle se croiser, c'est bien. Mais la rencontre, elle nous change. Et du coup, il faut qu'il y ait une possibilité que ce qui est entre nous produise des modifications de toi et de moi. D'ailleurs, ça pourrait être une très belle définition d'une entreprise ou même d'une vie locale, d'une communauté. C'est entre les prises individuelles, comme dans une cordée. Dans une cordée, chacun a une prise, heureusement, mais l'essentiel, c'est ce qu'il y a entre les prises. C'est le lien. C'est un peu votre sujet. Le lien, le fil entre nous. Mais alors, si je suis trop fier de moi, et si tu es trop fier de toi, si je suis trop qui je suis, et si tu es trop qui tu es, il n'y a pas de place pour le lien. Il n'y a pas de place pour la rencontre. Ou vous comprenez le paradoxe de l'époque, qui nous dit à la fois, rencontrez-vous, faites du lien social, soyez citoyens, et en même temps, soyez vous-même, soyez fiers de vous-même, aimez-vous vous-même, estimez-vous vous-même, assumez vos valeurs, etc. C'est complètement contradictoire. On devrait vous dire, oubliez-vous, lâchez-vous, ne vous aimez pas trop d'ailleurs, soyez complexe et incohérent et contradictoire, et comptez sur la relation aux autres pour vous rencontrer et vous faire devenir vous-même. La ville qui permettrait ça, c'est une ville qui arrêterait de dire soyez pas fiers d'être ce que vous êtes, soyez pas fiers d'être de ces Brassens, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, tout le monde est fier de son clocher, personne ne l'a choisi. Il faudrait lâcher cette fierté et être dans l'abandon, dans la dépossession, en fait, dans la rencontre. Mais si je sais pas qui je suis, si j'ai des incohérences, je vais être content de te rencontrer parce que ça va m'éclaircir, ça va clarifier plein de choses. Bref, je vais devenir quelqu'un d'autre. Et c'est ça que peut favoriser un espace partagé. Ça peut être une ville, ça peut être une entreprise, ça peut être une équipe de foot, regardez, ou de rugby. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que la victoire du PSG il y a 2 jours, elle dit ça. Avant, cette équipe ne marchait pas parce que c'était une addition d'individualités puissantes. C'était une somme d'égos. Les meilleurs joueurs du monde, les meilleurs égos du monde, les plus arrogants. Messi, Mbappé, Neymar. Et ça ne faisait pas une équipe. Ils ne se rencontraient pas. Et là, il y a un truc magique qui se passe, qui s'est passé aussi avec le 15 de France en rugby de Fabien Galtier. C'est des gens qui ont dit, en fait, on arrête les égos, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le lien, c'est l'équipe, c'est ce qu'il y a entre nous. Et c'est ça
qui peut faire des miracles. Et évidemment, la ville rêvée, c'est celle qui favorise cette circulation. Mais pour favoriser cette circulation, il faut d'abord dire aux gens, soyez pas trop vous-même. Là, détendez-vous, relâchez-vous, soyez pas trop vous-même et comptez sur la relation pour vous inventer autrement. Donc du coup, concrètement, ça veut dire aussi circulation et ça veut dire un peu des non-lieux, je dirais. Il faudrait des non-lieux dans une ville. Il faudrait des places sans nom. Il faudrait des espaces qui sont à inventer. Alors évidemment, je n'ai pas la solution, parce que si on les invente pour les mettre quelque part dans la ville, on leur donne bien sûr cette destination. Et c'est le piège de tout l'humanisme occidental. On est pris dans cette prison de la volonté. Quand bien même on voudrait lâcher prise, on n'y arriverait pas, parce qu'on aurait prévu de le faire. On aurait même fait une conférence dessus, ce qui, bien sûr, nous mettrait dans l'impasse. Autre dimension importante, évidemment, c'est le rapport à l'autre, mais qui est le vivant, je dirais. Pas simplement l'autre humain, mais le vivant. Pour moi, la ville d'aujourd'hui, elle doit être végétalisée, elle doit respirer, et elle doit être en contact avec le monde. Et j'avais parlé avec Bas Smet, qui est l'architecte paysagiste belge. Vous savez, c'est lui qui a gagné le concours international pour réaménager les berges autour de Notre-Dame de Paris depuis l'incendie. Et il a fait un truc absolument génial qui est en train d'être mis en place. C'est tout le sol va être un peu en pente, partout, légèrement en pente, pour qu'il y ait l'eau de pluie qui soit recyclée et qui soit redistribuée par en haut, et qui du coup coule tout le temps pour refroidir le climat. Et on va donc tous marcher sur des trottoirs tout le temps mouillés, et qui fera une circularité de l'eau comme ça. Et donc ça veut dire qu'on rencontre le monde, qu'on rencontre la vie, qu'on rencontre les éléments. Et il faut, je crois, rêver à une hybridation globale, humain, matière, végétale. Et c'est peut-être la ville qui est l'échelle parfaite pour réussir cette hybridation. Peut-être que, vous savez, Rousseau disait le rêve de la démocratie directe n'est possible qu'à l'échelle de la ville. Plus grand, c'est trop, on n'y arrivera pas, on ne pourra pas vraiment être ensemble. Et Rousseau nous disait déjà, être ensemble, c'est pas additionner des individus, c'est que chacun soit un peu moins que lui-même. Donc ce que je disais tout à l'heure, pas trop d'arrogance identitaire, mais aussi un peu plus que lui-même. C'est-à-dire en envisageant un rêve partagé, des valeurs partagées. Et c'est très intéressant pour penser la ville de demain. Une ville qui permette aux individus d'être un peu moins qu'eux-mêmes. Donc pas des guerres de gangs, pas des ghettos qui s'affrontent, pas des identités qui s'affrontent, mais aussi que chacun soit un peu plus que lui-même. Et là, ce que peut proposer une ville, c'est un horizon de valeurs, un horizon de sens. Et évidemment, vu l'ampleur du péril écologique et climatique, là, il y a quelque chose qui peut nous permettre de dépasser nos différences. On est quand même embarqués, comme disait Pascal. Nous sommes embarqués, on est embarqués dans le même problème, le problème du réchauffement, le problème de l'épuisement des sols. Et donc, être ensemble, se rencontrer, ça n'a aucun sens si ce n'est pas en rencontrant en même temps le vivant, tous les vivants, et en essayant de nourrir ce rêve d'une hybridation. Dernière idée, avant peut-être d'ouvrir l'échange, c'est que c'est assez exigeant, la rencontre, en fait, parce que c'est dérangeant. Évidemment, c'est beaucoup plus confortable d'être dans sa carapace identitaire bien solide, bien identique à elle-même. Et donc, il ne faut pas croire que ça va être facile de partir à la différence de l'altérité. Alain Badiou disait « On n'a pas assez d'une vie entière pour faire le tour de la différence de l'autre », ce qui est une belle invitation à l'amour. Et c'est vrai que le thème de la rencontre est passionnant, parce que d'un côté, c'est un peu évident. On dit, oui, c'est intéressant de rencontrer des gens. Mais justement, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que ce n'est pas du tout intéressant. C'est beaucoup plus que intéressant. C'est vital. Ce n'est pas un plus. Parce que si c'était un plus intéressant d'ouverture d'esprit, on pourrait se dire, oui, je suis déjà ce que je suis. On retomberait dans le travers habituel. Je suis bien content d'être ce que je suis, j'ai mes convictions, j'ai mon expérience, j'ai mes valeurs, et en plus, je vais rajouter un petit plus. Tiens, je vais rencontrer des gens différents. Et c'est l'erreur. La vraie vie est rencontre, écrit le philosophe israélien Martin Buber. Ça veut dire que la rencontre, elle est première. Elle n'est pas un plus que je vais ajouter
à mon identité déjà très satisfaisante. Elle est première, elle est fondamentale. Elle est ce sans quoi je ne pourrais pas devenir moi-même. Je vous rappelle que Albert Camus, par exemple, a rencontré Maria Casares. Maria Casares a rencontré Albert Camus. Et si vous voulez, Albert Camus, avant de rencontrer Maria Casares, il ne savait pas profiter de la vie, il ne savait pas aimer la vie, il ne connaissait pas la légèreté. Et il était en train d'écrire L'homme révolté. Et l'homme révolté, ça s'annonçait être simplement un homme qui dit non à l'injustice et qui se bat et qui refuse le donner. Et grâce à ses rencontres avec Maria Casares, il s'est ouvert à une autre dimension de lui-même, solaire, joyeuse. Et l'homme révolté est devenu un homme qui dit à la fois non à l'injustice et oui à la vie. Et il a découvert une part de lui-même solaire et légère qu'il ignorait et qui était restée cachée avant que sa rencontre avec Maria Casares ne la révèle. Et inversement, Maria Casares, avant de rencontrer Albert Camus, elle était dans un délire de théâtreuse angoissée qui surjoue chaque rôle comme si c'était le sens de sa vie qui était à réinventer. Et puis, rencontrant Albert Camus, elle a eu un autre regard sur son théâtre et ça l'a fait exploser comme comédienne. Elle a découvert qu'il y avait quelque chose d'absurde dans l'existence et que finalement, il ne fallait pas tomber dans le leurre de penser que parce que je joue un rôle, je vais trouver le sens de la vie. Et donc, voilà, ça les a déplacés tous les deux. Je finirai sur cette belle idée du déplacement, du décentrement. C'est ça une rencontre. Et c'est peut-être ça que peut permettre une ville. Alors évidemment, pour ça, il faut aussi casser les ghettos sociaux, il faut permettre des éléments de déplacement dans tous les sens du terme pour que finalement, chacun se mette soudain à douter de son assignation identitaire, de son assignation à résidence identitaire et découvre le plaisir que c'est d'être déplacé, de se déplacer. Et je finirai sur un petit jeu de mots. Parfois on dit oui, c'est un peu déplacé. En général, une rencontre, c'est un peu déplacé. Ça ne se passe pas comme prévu. Ça ne correspond pas exactement à la convention sociale. Et d'ailleurs, imaginez que, pour bien comprendre cette philosophie de la rencontre, imaginez que vous soyez sur une appli de rencontre et qu'il y ait, je sais pas, 225 critères et que l'appli, elle match à un moment, elle dit « Ah, j'ai trouvé quelqu'un qui correspond aux 225 critères ». Et donc, vous allez dans la real life et là, vous rencontrez cette personne et en effet, elle coche les 225 cases. Physique, sociale, politique, fiscale. Et là, il n'y a aucune rencontre. Parce que si la personne correspond parfaitement à l'attente, c'est qu'il n'y a pas de rencontre. Vous la connaissiez déjà. Eh bien, à l'inverse, et c'est ça peut-être que peut proposer une ville, eh bien, c'est tout simplement que la surprise soit possible. Mais bien évidemment, la sagesse, c'est d'apprendre à ne plus en avoir peur. Parce qu'on a peur de ce qui est surprenant. On a peur de ce qui déjoue l'attente. Et toute la sagesse que j'essaye de développer, en m'inspirant des grands anciens, c'est d'apprendre à ne plus avoir peur de ce qui, pourtant, au début, nous effraie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va prendre peut-être quelques questions. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Bonjour, merci infiniment et pour les émissions passées et pour ce que vous dites aujourd'hui. Une question intime, si vous me permettez. Non. Qu'est-ce qui vous a décentré? Qu'est-ce qui vous a permis de vous changer? Et qu'est-ce qui vous permettra de changer encore? Ouais, c'est bien intime. Alors, je ne peux pas faire dérouler toute la rencontre. Je vais en prendre en vrai, pour être honnête, et assumer votre question. Je vais en prendre 3 exemples. Alors, à l'évidence, la rencontre de mon prof de philo au lycée, qui m'a balancé mon milieu social en pleine gueule, en se foutant de moi, avec une très bonne blague d'ailleurs. C'était un lycée à Boulogne, et j'étais né à Saint-Cloud. Et au moment de l'appel devant tout le monde, il y avait la fiche d'élève, à l'époque il y avait une fiche, et j'avais quand même 17 ans. Et il dit tout de suite, né à Saint-Cloud, vie à Boulogne, vous avez fait beaucoup de chemin, dites-moi. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de l'autre côté de la Seine. Donc c'était aussi la rencontre de la pensée, de la philosophie, qui m'a vraiment changé. Je me suis découvert un autre. Et ensuite, je dirais, il y a eu la rencontre de l'Inde,
En Inde, j'ai fait un voyage d'1 an. Quand j'ai un peu craqué, j'ai changé de vie. Je faisais une école de commerce que j'ai un peu plantée. Je suis parti en Inde. Et là, vraiment, j'ai découvert un peu ce dont je vous parle. C'est-à-dire, ça se passe pas comme prévu, quoi. Voilà. Gare routière. Ah, il y a ce bus qui va là-bas, ouais, 12 heures par là, ou là, 8 heures par là, ou là, ouais, ok, bon, on y va. Donc, j'ai découvert ça, et ça m'a vraiment marqué. Un autre monde, quoi, une autre vision du monde, de tout, quoi, de l'humain, de l'animal. Donc voilà, une rencontre en Inde, une vraie rencontre d'une sagesse, je dirais. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ça produit souvent des effets pas immédiats. Quand je suis rentré, je pensais que j'allais être complètement changé. J'avais des bagues partout, ridicules et tout. Tous mes amis m'ont dit, vas-y, enlève tes bagues. Je les ai enlevées tout de suite. Et 1 heure après, je faisais la queue à un distributeur et j'étais aussi impatient qu'1 an avant. Mais j'avais changé profondément, mais ça se voyait pas trop. Et ensuite, j'ai pensé à mon chat aussi. J'ai rencontré mon chat il y a quelques années. Non, mais c'est pas une blague. Je passe vraiment plusieurs heures par semaine à essayer de voir le monde à travers ses yeux et de percevoir ce qu'il y perçoit. Et je suis assez fasciné par cette bestiole. J'ai l'impression qu'elle est pleine d'une sagesse étonnante, que je vis chez lui d'ailleurs. Et non, mais il y a un vrai décentrement parfois dans la rencontre d'un animal, parce que ça nous ressemble beaucoup quand même. Des oreilles, des pattes, bon, on se ressemble un peu, mais en même temps c'est tellement différent. Et on a une possibilité d'une expérience de l'altérité qui est assez folle. Parce qu'avec un autre humain, déjà on a du mal quand même. Mais on peut imaginer qu'on va y arriver, quoi. Si on se parle, on parle du film après au cinéma, on parle de politique, on essaie de comprendre un peu comment l'autre voit les choses. C'est quand même difficile, mais on croit qu'on peut y arriver. Avec un chat, on sait que c'est voué à l'échec. On n'arrivera pas à être chat. D'ailleurs, Jacques Derrida, le philosophe, il a découvert... Un jour, il sort de sa douche et il est nu. Il n'y avait que son chat chez lui. Et il a été hyper gêné d'être nu devant son chat. Et là, il a compris que s'il était gêné, c'est une histoire vraie, hein, d'être nu devant son chat, c'est que le chat était un vrai sujet, qu'il avait une vraie vision, que c'est pas juste un animal pour s'occuper et se dire, c'est une expérience de l'altérité. Donc voilà, j'ai gardé le plus intime pour moi quand même. Autre question ? Oui. Moi j'en ai une de questions, alors j'en profite. Non mais j'ai vu des mains se lever, mais dites-moi. Ah, allez-y. Je l'ai pas vu. Qui avait... Non mais allez-y d'abord vous. Comment on fait pour éviter les... On dit souvent, alors c'est souvent peut-être pour les femmes plus que pour les hommes, quand on est jeune fille, on nous dit attention, faut pas faire de mauvaises rencontres. Oui, ça c'est une très bonne question. Parce que la rencontre est un risque, et donc il y aura des mauvaises rencontres. Il ne faut pas vivre en espérant y échapper. En revanche, il faut nourrir la sagesse pour savoir très vite y réagir et s'échapper de la rencontre toxique. Donc on peut pas, il n'y a pas de risque zéro parce que la rencontre est risquée. En revanche, j'explique dans le livre qu'il y a une méthode assez simple qui est inspirée du philosophe Hegel, qui est que si la rencontre commence à produire des mauvais effets, en fait, il faut partir tout de suite parce qu'il n'y a pas vraiment de raison que ça change. Donc, clairement, par rapport aux femmes, on voit beaucoup de femmes qui font une rencontre toxique avec, en l'occurrence, dans ces exemples-là que j'ai beaucoup rencontrés, des hommes qui vont, au début, montrer un très bon visage, mais en fait, très vite, ne pas vouloir qu'elle sorte avec ses amis, ne pas vouloir voir sa famille plutôt que la sienne, ne pas vouloir qu'elle ait son club de danse, etc. Et finalement, il va y avoir un rétrécissement de l'existence qui est donc le propre d'une rencontre toxique. Le propre d'une belle rencontre étant l'agrandissement de l'existence. Donc, si cette femme dit souvent, bah oui, voilà, c'est une belle histoire d'amour, mais je peux plus trop voir ma famille, il faut voir la sienne. C'est une très belle histoire d'amour, qu'est-ce qu'il m'aime, mais je peux pas aller danser parce qu'il est jaloux. C'est une super belle histoire d'amour, oh, je suis enfin aimé, mais j'ai quand même pas le droit d'ouvrir... Et là, il faut lui dire tout de suite, bah, casse-toi, sans attendre. Or, parfois, les gens disent, attention, c'est un peu violent comme propos, on peut peut-être sauver la relation. Il y a peut-être, c'est pas que moi, plein de psys, plein de thérapeutes de couple racontent que quand la rencontre est toxique, il y a tellement d'autres gens à rencontrer. Il faut vite sauver sa peau. Et d'ailleurs,
il y a un philosophe que j'adore qui parle très bien de ça, qui s'appelle Keanu Reeves. Et il dit il y a 7 milliards de personnes sur Terre. C'est fou comme 7 milliards, plein de gens intéressants, généreux, qui veulent votre bien, qui veulent que vous vous développiez. Et là, j'ai rencontré une personne hyper toxique, qui ne se grandit qu'en m'humiliant, et même si socialement elle fait tout bien, et tu voudrais que je fasse un effort pour sauver la relation, voire pire encore, un effort pour lui pardonner. Et Keanu Reeves, il dit ni pardon, ni haine, je me casse. Déliaison, je te connais plus. Je vais aller voir les 6 milliards 999 millions d'autres et j'ai pas de temps à perdre avec toi. Et donc, c'est ma réponse. On fera des mauvaises rencontres dans tout le monde, pas que des femmes évidemment, mais il ne faut pas se priver de la rencontre pour éviter ce risque. En revanche, il faut être très vigilant. Et toute ma thèse, c'est que la rencontre produit un agrandissement de l'existence. Si vous voyez qu'elle produit un rétrécissement, parfois c'est le cas des profs. Il y a des très bons profs qui donnent aux élèves envie de vivre, et d'autres qui sont très bons dans leur matière, mais qui sont tyranniques et qui traumatisent les élèves. Et les élèves ne sont plus qu'obsédés par leurs notes et leurs études, et ça rétrécit l'existence. Ben, c'est le même problème. Il faut que la rencontre agrandisse la vie, et non pas la fasse se rapetisser, quoi. Autre question, levez bien haut la main. Ah. Oui. Vous parlez d'agrandissement de l'existence dans la rencontre. Là, on parle de la ville sensible. Oui. Et donc, si on parle de rencontre sensible, ça veut dire quoi ? Alors, déjà, le mot sensible est polémique et paradoxal, polysémique. Parce que sensible, c'est aussi la violence, l'affrontement. Notamment à Lyon, l'actualité a bien montré que ça existait, avec l'extrême gauche et l'extrême droite qui se sont affrontés. Donc évidemment, sensible, ça résonne négativement comme en ce sens-là. Bien sûr, ici, on milite pour un sens beaucoup plus sensitif et d'ouverture. Et dans ce cas-là, c'est ma réponse, c'est que l'agrandissement, c'est l'agrandissement des perceptions. Et c'est ça d'ailleurs un beau voyage. On parlait de l'Inde. C'est qu'en fait, souvenez-vous des grands voyages que vous avez faits, vous avez des perceptions d'odeur, de climat, de froid, de chaud, de saveur. Et donc l'agrandissement, il faut l'entendre de façon très sensuelle, ça va vous plaire, très sensitive. C'est que j'apprends que finalement, moi par exemple en Islande, j'ai découvert à quel point j'aimais le froid, à quel point le froid est thérapeutique. Si vous faites de la cryothérapie, à quel point il y a dans les icebergs, dans la glace, quelque chose de réconfortant. Vous voyez, et ça, je ne connaissais pas avant. Donc c'est un agrandissement du champ de mes perceptions. Ça peut vouloir dire ça. Je suis plus sensible. Par ailleurs, il y a aussi une acuité de perception aux petites différences. Parfois, on croit que la rencontre, c'est juste, je rencontre quelqu'un et c'est une vraie rencontre parce que c'est l'autre bord politique que moi et c'est pas grave. Mais non, parfois, c'est dans les petites différences qu'on ne remarquait pas auparavant. Et la rencontre, c'est un raffinement de la sensibilité aussi. Et finalement, quand on aime quelqu'un, ce qui peut être très intéressant, c'est que cette personne nous surprend et on va découvrir des petites choses petit à petit. Donc c'est aussi en ce sens-là qu'il y a un agrandissement de la sensibilité. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, c'est aussi... J'ai adoré la conférence de ce monsieur qui est peut-être là, artiste neuro-esthétique. Là. C'était très beau, cette idée. C'est aussi ça, l'expérience esthétique. Souvent, c'est d'être sensible à des choses nouvelles et d'avoir une acuité de perception, au fond, plus fine. C'est ça, un artiste. C'est quelqu'un qui nous ouvre les yeux, même les oreilles, même le goût, même les narines. Hein. Et donc voilà, c'est en ce sens-là que la rencontre d'une œuvre ou de quelqu'un est une ouverture à une plus grande sensibilité, au fond. Oui ? Merci pour tout ça. Pour continuer sur la logique qui est la nôtre aujourd'hui, qui est celle de la ville. La ville sont des lieux, sont des habitants, sont des gens qui la font, sont des gens qui la traversent, etc. C'est aussi, on en a parlé, des politiques publiques et donc des élus, des gens qui fabriquent la ville. Et on a eu des périodes récentes de campagne électorale. On dit souvent qu'une élection, c'est la rencontre entre
quelqu'un et le peuple pour ce qui est du niveau national. Comment est-ce que ça se passe? Comment vous mettez la capacité, moi ce qui m'intéresse c'est le mot authentique, à faire en sorte que les politiques qui, on le sait, ne peuvent plus tout faire, mais doivent permettre de faire, quelle est leur responsabilité ou leur rôle pour rendre tout ça possible et authentique? Comment est-ce qu'on fabrique une ville qui peut accueillir une rencontre authentique? C'est une très bonne question et qui met aussi en jeu la notion de promesse politique et qui est compliquée par rapport à ma philosophie. Parce que dans ma philosophie, c'est pas normal. C'est normal que la promesse soit pas tenue. Or, ça pourrait choquer politiquement, mais c'est normal. La vie, c'est ça. On n'est pas encore dans le réel. Et on ne peut pas à la fois défendre le fait que dans la rencontre du réel, ça ne se passe pas comme prévu, et après dire aux politiques, vous avez promis ça et vous ne le faites pas. En fait, c'est juste normal, parce que la rencontre du réel, elle est complexe. Et donc, quand on est en campagne, on parle de quelque chose, et puis après, on fait ce qu'on peut. Et donc, c'est normal qu'il y ait de l'inattendu dans les deux sens du terme. Je pense que les politiques pourraient s'en sortir avec ça pour dire bah oui, c'est pas que j'ai pas tenu mes promesses au sens où j'ai trahi, c'est que je me suis coltiné le réel et que j'ai essayé dans le réel d'inventer un monde possible. Après, votre question, c'était pas exactement ça, c'était sur l'authenticité. Alors, j'ai un peu du mal philosophiquement avec cette notion, parce qu'on est quand même des animaux sociaux. On joue des rôles, c'est pour ça que j'ai dit que la rencontre, elle est possible quand je tombe le masque, mais j'ai quand même un masque. Et donc, l'authenticité, c'est une belle valeur, mais c'est quand même très dur de dire je suis moi, je suis collé à moi, je suis authentiquement moi. Et d'ailleurs, politiquement, ça a plutôt été associé dans l'histoire de l'humanité à des régimes totalitaires ou à des régimes très conservateurs. Par exemple, l'authenticité était une valeur nazie, par exemple. Et d'ailleurs, vous avez bien vu que j'ai critiqué le soi trop figé, en disant qu'on était complexe, fissuré, et que c'est peut-être ça qui permettait la rencontre. Donc, du coup, c'est problématique un peu l'authenticité, parce que si je suis moi, tout à fait moi, quelque part, j'ai pas de place pour l'autre. Je préfère donc sincérité, peut-être, on pourrait dire ça comme ça, c'est une question de terme, ou alors de dire qu'on va être dans la vérité de la rencontre. Et comme ça, ce qui est authentique, c'est l'instant. C'est peut-être pas dans l'absolu que je suis authentiquement moi-même, mais c'est favoriser des rencontres authentiques. Et ça, oui. Et dans ce cas-là, ce que peut faire un homme politique ou une femme politique, ben, c'est déjà l'exemplarité. C'est le montrer. Il y en a qui le font quand même. De savoir être là, à un moment, tomber le masque, être dans un moment... D'ailleurs, il y a eu un bon exemple de ça avant-hier soir à Paris, je ne sais pas si vous avez vu. Il y a eu un député, un élu macroniste, Carl Olive, qui est monté sur une voiture en pleine célébration du match. Donc c'est évidemment pas terrible. Ça lui a été reproché, mais au moins sa défense était correcte. C'est d'écouter, bon désolé, j'ai un peu craqué, j'étais content et je suis monté sur une voiture comme les autres. Bon bref, c'était limite. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même pas mal qu'il y ait des moments de vérité où un homme ou une femme politique tombe un peu le masque. Et à mon avis, du coup, dans une forme d'incohérence souvent. Parce qu'on n'est pas très cohérent. On est tous mélangés, on est fait d'affects multiples. Et donc, je crois que ce qui peut être un peu dangereux dans l'authenticité, c'est trop de cohérence figée. Mais en revanche, un moment de vérité, un moment de surgissement, voilà. Et un moment de simplicité aussi, tout simplement. Je pense que l'exemplarité, elle pourrait se jouer là. Non pas moi, homme ou femme politique, je suis parfait. Mais non, juste, j'ai envie de ça, j'en parle simplement. Et quelque part, je suis capable de tomber le masque aussi le temps de la rencontre. Et d'ailleurs, l'exemplarité, vous savez, c'est ce qui se passe de commentaires. Donc l'exemplarité, c'est... souvent, vous avez dans les entreprises ou dans le personnel politique des gens qui parlent beaucoup d'exemplarité. C'est presque un contresens. S'il y a à en parler, c'est que ça ne va pas. Donc l'exemplarité, c'est quand vous avez, je sais pas, vous avez un patron de PME qui avec tout le bénéfice de l'année, il augmente tous les salaires. Ben là, ça se passe de commentaires. Vous voyez, le sens, il est dans l'exemple. C'est la preuve par l'exemple. Exactement. C'est Camus, je répète avec le micro pour tout le monde, Camus disait un exemple n'est pas toujours un bon exemple à suivre. Mais c'est un exemple de la manière dont une personne est singulière. Et en ce sens, c'est toujours inspirant. Par exemple, vous pouvez avoir, je sais pas, un prof qui, dans sa manière d'être en retard, comme ça lui ressemble, donne envie aux élèves d'être à l'heure. Vous voyez ? L'exemplarité, c'est pas mimétique. C'est la singularité qui s'assume, qui donne envie aux autres singularités de s'assumer.
Et donc, c'est exactement ce que voulait dire Camus. On n'est pas dans une exemplarité imitative, mais dans une exemplarité d'inspiration. Ce qui est aussi valable pour la relation parent-enfant. Vous demandez pas, vous pouvez être inspirant pour vos enfants, non pas en leur disant « fais comme moi, je suis parfait », ça c'est vraiment le discours le plus nuisible pour tout le monde, mais plutôt, si votre enfant voit que vous aimez ce que vous faites, même si lui ça ne l'intéresse pas, et qu'il voit que ça vous met en joie d'aimer votre métier, bah, il aura envie de trouver un métier qui le mettra en joie, mais dans une logique d'inspiration et pas d'imitation. Éventuellement avec un métier dans un champ complètement opposé ou différent. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour votre Pierre attention, Pepin. merci beaucoup.